des langues bantoues, qui est assez commun d'ailleurs sur l'ensemble de l'Afrique australe, et dont la racine Ubuntu, c'est tiens à tout ce qui est humain. Et Ubuntu, c'est l'humanisme. Monseigneur Emmanuel Lafont est évêque catholique de Cayenne en Guyane française. Il a vécu en Afrique du Sud de 1983 à 1996, principalement comme curé de paroisse à Soweto, un township de Johannesburg, symbole de la résistance noire à l'apartheid. Il a rencontré Nelson Mandela à de nombreuses reprises. La phrase phare de cet humanisme, c'est la phrase suivante, Umuntu, Gumuntu, Gabantu, ce qui se traduit en français, un être humain ne devient être humain qu'à travers les autres personnes humaines. Autrement dit, c'est la dimension relationnelle de la personne qui est la clé de son développement et de sa personnalité. Et ça se traduit d'une façon très concrète en Afrique à travers ce qu'on peut appeler la fraternité. Ainsi, Rousseau définit l'homme non plus comme un animal politique, mais comme un animal libre, c'est-à-dire apolitique. Pour Rousseau, c'est cela la liberté. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, n'est-ce pas, ce slogan que l'on connaît bien, qui définit, si l'on peut dire, l'existentialisme moderne et du XXe siècle, n'en est qu'une conséquence, c'est-à-dire que la liberté telle qu'elle est conçue désormais enferme l'homme dans un vase clos. Quand il dit « je suis libre » aujourd'hui, il dit « je suis autonome », ça ne veut pas dire autre chose. À autonomos, c'est « je suis à moi-même ma propre loi » et je n'ai plus besoin de vivre dans une société. Je n'ai plus besoin de trouver une loi qui soit supérieure. Je trouve en moi ma loi. Alors on s'associe pour se défendre l'un l'autre, pour protéger nos biens que l'on va mettre en commun peut-être, mais on respecte la liberté. Et ça, Dieu sait si on l'entend aujourd'hui, cette conception de la liberté. Donc la solution, vous voyez, du problème de Rousseau implique nécessairement que l'homme soit d'abord et fondamentalement libre, avec cette nouvelle définition de la liberté qui fait de l'homme un vase clos et comme replié sur lui-même. Et il n'est pas anodin de voir qu'aujourd'hui les hommes sont entièrement incurvés sur eux-mêmes, cette espèce de prise de conscience dont on parle tant aujourd'hui n'est que ce recroquevillement de l'homme sur lui-même, parce qu'avec cette nouvelle définition de la liberté et donc cette destruction de la société, l'homme n'est plus donné à l'autre, l'homme n'est plus donné au bien commun, l'homme n'est plus unifié par une fin commune, l'homme n'est plus unifié par une structure sociale, enfin politique, l'homme est renfermé sur lui-même. Et à force de se renfermer sur lui-même, il se recroqueville. Et comme il ne peut pas trouver en lui tout le bonheur, parce qu'il ne peut pas se donner le bonheur, il devient triste. Aujourd'hui, on dit à satiété que c'est un problème de communication, mais c'est vrai. La politique actuelle est un problème de communication, mais dans le bon sens du terme. Or, qu'est-ce que la communication, le mot même, l'étymologie du mot, commune action? C'est la même chose quand je parle du langage, ou quand j'ai parlé de l'homme qui était dénudé, qui avait besoin des autres pour agir et pour vivre. En fait, j'ai employé deux preuves différentes, mais j'arrive à la même conclusion que la vie politique, c'est une action commune. Ou une communication, mais c'est la même chose. Quand on parle d'une communauté, on parle de gens, on est toujours dans la même étymologie, on parle de gens qui se regroupent ensemble, et qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils ne s'assoient pas ensemble les uns à côté des autres en disant « ça y est, on est en communauté ». Ce qui définit une communauté, c'est un agir commun. On agit ensemble. Or, qu'est-ce qui définit un agir commun? Eh bien, souvent, et à l'intérieur des communautés, c'est un langage commun. Par exemple, pour certains corps de métier, il y a un langage spécifique, commun à tous ceux qui exercent ce métier, mais qui est technique. Voyez, le langage technique définit quoi? Une action commune.
donc une communauté. La communication définit une action commune et en principe une communauté. Mais cette communication doit se faire, pour qu'elle existe, avec ceux qui sont proches, puisqu'on agit en commun. Donc on communique avec ceux qui sont proches, c'est-à-dire avec ceux avec lesquels on agit. Et pour que cette communauté perdure, parce que l'homme cherche à perdurer, il lui faut une certaine stabilité. Agir en commun, communication ou langage, et stabilité. Voilà. Agir en commun, action commune, communication, donc plus le langage, c'est la même chose finalement, plus la stabilité. Et vous avez la communauté. Et l'on comprend comment et par quoi l'homme est naturellement un animal politique. Ce qui va donc définir une société, c'est évident, c'est l'action commune. Donc derrière cette action commune, le bien. Parce qu'on agit, chaque fois qu'on agit, c'est pour faire un bien. Bon, on redéveloppera cette idée certainement. Et derrière la communication et le langage se cache le vrai. La stabilité étant la condition pour que le bien et le vrai puissent éclore de la communauté. Si la communauté n'a pas de stabilité, il n'en sortira ni bien ni vrai. Et comment seront exprimés concrètement dans la communauté et le bien et le vrai? À travers une action commune, et cette action commune va nécessairement déboucher sur une expression et du bien et du vrai, et cette expression, on l'appelle le beau. Je dépasse un peu mon propos, mais vous voyez qu'on peut très bien définir une société par les œuvres qu'elle produit, par l'art, par le bien qu'elle engendre, ou par le vrai qu'elle véhicule. Vous laissez appliquer à la société telle qu'on la vit aujourd'hui, et on n'a plus de société. Le beau, bon, le bien et le vrai, tout est falsifié. Donc on n'a plus de société. Et du reste, en voulant prôner l'individualisme, on détruit le fondement même de la vie de la société. Donc voilà cette synthèse de tout ce qui précède finalement et qui va un peu plus loin encore. Donc je conclus par des perspectives. Parce que le plus important, c'est pas de dire, bon, j'ai compris, c'est qu'il faut pouvoir faire ensuite quelque chose. Bon, c'est bien joli de dire l'homme est naturellement un animal politique, mais alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il ne faudrait pas que ça nous paralyse non plus. Mais naturellement, vous voyez, s'oppose à artificiellement. On n'est pas artificiellement des hommes politiques. Alors ça, ce sont les conceptions de Rousseau et de Hobbes, que je n'expose pas ici, mais j'espère avoir été, et pas moi d'ailleurs, j'espère que le constat que l'on fait de la nature est suffisamment clair pour dire que c'est dans la nature des choses que l'homme est politique. C'est même pas parce qu'Aristote l'a dit, c'est même pas parce que j'ai expliqué, c'est que c'est évident, comme dit Aristote, c'est-à-dire ça saute aux yeux. Je regarde et ça ne peut pas être autrement. L'homme est par nature un animal politique. Il n'est pas contre nature, c'est ce que disait Nietzsche, il n'est pas contre nature non plus un animal politique. Et donc l'individualisme ou le personnalisme tel qu'on en parle aujourd'hui, eux sont contre nature. Parce que tout ce qui s'oppose à ce qui est par nature, quand je dis s'oppose, eh bien est contre nature. L'opposition, c'est être contre. Puisque c'est naturel, c'est dans la réalité, or le réel s'oppose au virtuel. Vous voyez que ce qui va détruire une société, c'est tout ce qu'il y a de virtuel. Vivre du virtuel, vivre dans le virtuel, c'est détruire une société. Et de ce point de vue-là, il y aurait disons, c'est pas notre propos ce soir, mais un développement très intéressant sur l'utilisation de l'argent, qui aujourd'hui est quelque chose de virtuel, c'est évident.
Donc même parfois quand on dit non mais il faut vivre avec de l'argent, on est d'accord, mais attention à ne pas vivre dans un cercle vicieux en disant je veux refonder un système, une vraie vie politique, et je dois vivre avec le système, par exemple aujourd'hui, le système financier. Bon, ça c'est un autre propos qu'il faudrait développer. Mais attention à ne pas se dire je vais pouvoir vivre de virtuel et de réel en même temps, parce que c'est là que se cache la contradiction. Bon, attention virtuelle, je crois que c'est une conséquence très intéressante de ce que l'homme est par nature et donc réellement un animal politique. Et on voit bien comment le virtuel, aujourd'hui, détruit et achève, dans le mauvais sens du terme, les hommes. Ces jeunes qui meurent d'overdose de jeux. Ensuite, on a dit que c'était une action commune. Alors, de façon très concrète, sachons agir en commun. C'est difficile, c'est pénible, c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui la société a complètement, détruit ce lien qui nous aidait ou qui nous permettait d'agir en commun. Mais essayons de retrouver cette action commune entre nous. Et qui dit commun, dit naturellement similitude. Ce qui est commun, c'est que ce qui est semblable. On agit avec ses semblables. On n'agit pas avec ceux qui ne sont pas semblables. En tout cas, on ne fait pas de politique dans ces conditions s'il n'y a pas quelque chose de commun. Et voyez toutes les réflexions qui peuvent découler de cette simple constatation, agir en commun. On parle beaucoup d'immigration aujourd'hui. Attention, qu'est-ce qu'on entend par ce mot? Et que devient l'action commune dans ces conditions? Qui dit action commune dit similitude. Alors, y aura-t-il encore une similitude? Ou alors, va-t-on assister à un éparpillement, à un éclatement de communautés, comme on dit. Mais comme c'est un éclatement de communautés, il n'y aura plus d'agir commun entre ces communautés. Ça va former autant de cités différentes. Et puis alors aussi, je dis action commune, je m'arrête sur le mot commun, mais il faut agir aussi. Enfin ça, je pense que c'est évident. Mais malheureusement, on entend trop souvent qu'il ne faut plus agir ou qu'il faut arrêter, que ça ne sert à rien. Et on entend ce discours parfois même au sein soit de religieux ou de personnes bien intentionnées qui, sous couvert d'être surnaturelles, disent on n'agit plus naturellement, on attend. C'est une sottise. C'est une sottise parce que ça détruit l'ordre naturel. Dire on attend et on n'agit plus, on ne fait plus de politique, sous prétexte, même on pourrait dire que l'Église, et pourtant elle en a fait de la politique, l'Église, on le lui a reproché, mais alors donc dire aujourd'hui on ne fait plus de politique parce que ça n'est pas surnaturel, c'est entièrement faux. Dire on attend ou on n'a pas d'action commune, c'est une aberration. C'est une aberration qui va contre la nature. Et on ne peut pas attendre d'un tel principe quelque chose de bien. C'est destructeur. Le surnaturalisme, dans ce sens-là, est destructeur. Dans ce sens où le surnaturel se passe de la nature et donc de la vie politique. Il est nécessaire à l'homme pour vivre politiquement, et à ces gens-là, il faut répondre qu'il est nécessaire pour que l'homme se sanctifie, qu'il soit homme, c'est-à-dire qu'il vive en politique, qu'il ait une action politique. Ça n'est pas possible autrement. Troisième ouverture ou perspective, si vous voulez, c'est par rapport au mot communication. La valeur d'un langage définit la valeur d'une société. Alors là, je crois que je n'ai pas grand-chose à vous dire. Le langage, alors il y a excusez-moi, mais il n'y a presque plus de langage aujourd'hui. Là, on vit entouré de bêtes qui expriment des peines, des douleurs, des craintes. Mais alors, l'utile et le nuisible, ils ne savent plus. Le bien et le mal, ça n'existe plus. On vit avec des brutes, dans le sens de bêtes, des animaux. Alors ça, c'est un problème. Et puis on voit même toutes les déformations du langage, alors peut-être j'en choquerai quelques-uns ou quelques-unes, mais la façon d'écrire ces textos aujourd'hui est une dénaturation progressive du langage. À travers la communication, je pense aux médias et aux informations, alors c'est pas un mal puisque ça permet la communication, tant mieux, mais attention, quelle communication ça véhicule? Donc savoir utiliser ces choses, bien sûr, mais bien les utiliser au service du vrai, au service du bien, au service d'une action commune. C'est nécessaire. Ça aussi, celui qui voudrait se couper de communication n'a pas compris la vie politique, c'est évident. Et je pense que ça vous semble évident. Disons-le avec Aristote, c'est évident. Et donc, celui qui va à l'encontre de cette vérité, il manque d'évidence, donc il a un problème d'ordre naturel. C'est pathologique.
Et puis alors, dernière conclusion, dernière perspective, donc après le mot naturel, après le mot action commune, après le mot communication, c'est sur le mot stabilité. Je ne sais pas si vous avez lu La crise de la conscience européenne de Paul Hazard. L'un des premiers chapitres, sinon le premier, je ne me souviens plus, il montre sur un espace d'une quarantaine d'années, me semble-t-il, comment la société a changé. Comment on a dégradé la société. Et le premier, ou l'un des premiers chapitres, porte sur le voyage et le mouvement. Le mouvement s'oppose à la stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il ne peut plus y avoir de communauté. Il pourra peut-être y avoir un agir commun, mais qui sera ponctuel et donc qui ne suffira pas à fonder ni un village, ni une cité, et encore moins une famille. Ça, c'est certain. Il faut une stabilité pour qu'il y ait une famille, il faut une stabilité pour qu'il y ait des villages, il faut une stabilité pour qu'il y ait une société. Les voyages ont tué cette stabilité, et c'est donc là un premier pas vers une certaine décadence. Derrière cette stabilité, attention aussi, je pense aux amitiés. Une véritable amitié est stable. Et on le reverra plus tard certainement, c'est l'amitié fonde la société. Si on en est, et aujourd'hui malheureusement on vit de cette façon, on change d'amitié sans arrêt, on ne fondera jamais de politique. Quel agir commun y a-t-il avec des personnes que l'on fréquente quelques instants? Or, il y a un agir commun ponctuel, mais pas stable. Donc pas de communauté. Et la communauté, c'est pareil que la famille. Toute famille est une communauté, tout village est une communauté, toute cité est une communauté. S'il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de société. S'il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus de société. Donc là aussi, dans les amitiés, apprenons, parce qu'aujourd'hui, il faut réapprendre à avoir de véritables amitiés qui ne soient pas simplement de l'ordre du pathos ou du phoné, où on exprime une peine, où on exprime un amour, une haine. C'est sûr que ça fait partie de l'amitié, mais ça va plus loin. Aimer, c'est vouloir le bien, c'est-à-dire vouloir l'utile, et ne pas vouloir le nuisible. Voilà, j'espère, j'ai dépassé mon temps, mais j'espère avoir été suffisamment clair, et la conclusion, elle est évidente, je pense pour vous, l'homme est naturellement un animal politique. J'ai dit que ça, mais j'espère avoir dit tout ça aussi. Merci bien. Mais qui simplement disent que l'individu n'existe pas dans un vide métaphysique ou dans un vide sidéral, que l'individu existe dans une collectivité, et que l'existence de cette collectivité implique une régulation étatique d'un certain type, politique industrielle, protection des frontières dans certaines circonstances, mais pas toujours. La pensée protectionniste est nuancée, historique, libérale, individualiste de la bonne manière. C'est-à-dire, elle est le contraire de l'individualisme actuel, c'est le contraire du thatcherisme. Le Thatcher, c'est « there is no such thing as society ». Donc il n'y a que l'individu et puis rien d'autre autour. Et ce qu'on constate, c'est quand il n'y a rien d'autre que l'individu, ce qu'on finit par avoir, c'est l'émergence d'oligarchies dominantes et d'un État tout-puissant, puisque la vérité, c'est que la force de l'État au sens politique augmente dans les pays ultralibéraux, et que l'individu vraiment libre est libre en admettant l'existence d'une communauté autour. C'est pour ça que pour moi, ça n'a rien de scandaleux d'admettre qu'on est français, qu'on est allemand, qu'on est russe, qu'on est américain. Alors, moi, je préfère le protectionnisme à l'échelle européenne. Peut-être qu'on pourrait faire un effort pour transcender la catégorie nationale. C'est assez curieux de constater que dans ces sociétés-là, et Aristote le dit, la pire des choses qui pouvaient arriver à l'homme, c'est le bannissement. Être mis au banc de la société, c'était la pire des choses. Aujourd'hui, on aurait du mal à concevoir que le bannissement soit la pire des punitions que l'on puisse donner à l'homme. Et pourquoi, pour Aristote, le bannissement était la pire des choses qui pouvaient arriver? Parce que c'était ainsi qu'on concevait la perfection de l'homme. Il ne l'obtenait que dans la société, qu'en trouvant sa place au sein d'une société. Donc l'homme, quittant une société, l'homme étant mis de côté de la société, ne pouvait plus trouver de perfection. Ne trouvant plus de perfection, il courait à sa déchéance, ou alors il devait retrouver une autre société, mais pour retrouver une société, il fallait s'y intégrer, et y être intégré par la société dans laquelle il allait, ce qui n'était pas toujours évident, surtout dans le modèle grec. Donc la pire des choses, n'est-ce pas, c'était le bannissement, parce que le bannissement signifiait tout simplement ne plus pouvoir obtenir sa fin, c'est-à-dire le bien commun de la société.
L'homme était heureux autrefois dans la société. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'homme soit heureux dans la société, mais ce qu'il faut dire, c'est non pas que l'homme est malheureux dans la société, car en fait, ce serait faux de dire ça. L'homme est heureux dans la société, mais aujourd'hui, il n'y a plus de société. Donc l'homme n'est plus heureux. Attention, l'homme n'est pas malheureux dans la société aujourd'hui. Il est malheureux parce qu'il n'y a plus de société. Ce n'est pas la société qui le rend malheureux aujourd'hui. Ce qui le rend malheureux, c'est l'absence de société. Alors toute cette première partie de l'histoire des sociétés, de la société politique, c'est toute cette antiquité qui concevait la perfection de l'homme dans la société, qui concevait que l'homme était une partie du tout, comme nous l'avons déjà dit et répété à satiété, n'est-ce pas, et qu'il ne trouvait sa perfection, comme toute partie, qu'en étant intégré dans le tout, et cette intégration, il la faisait par son action personnelle. C'est-à-dire qu'il mettait au service du bien commun ses capacités, ses fonctions. Si c'était un contemplatif, il était pris comme un contemplatif. S'il fallait cultiver la terre ou procurer de quoi se sustenter à la société, il assurait la sustentation en appartenant au troisième ordre. Et même s'il y a eu parfois quelques guerres entre les ordres, l'homme trouvant sa place et en même temps sa perfection était heureux. Il n'avait pas besoin de chercher plus. Et on ne peut pas dire qu'il y avait un confort comme on peut le vivre aujourd'hui, mais il y avait un bonheur. Et on le dira tout à l'heure, c'est tout à fait paradoxal qu'à une ère où on a plus de capacité de confort, on assiste à moins de bonheur. Alors que dans ces sociétés qui avaient certainement moins de moyens matériels, moins de capacités techniques, donc moins de confort, il y avait plus de bonheur, très certainement. N'allons pas croire, comme on veut le faire, comme on veut le dire aujourd'hui, que l'ancien régime était composé d'hommes tristes. C'est absolument faux. Il y a qu'à lire toutes les littératures qui ont été données, qui nous sont données, qui nous ont été transmises. L'homme du Moyen-Âge n'était pas un homme triste, l'homme de l'Antiquité n'était pas un homme triste. Ils connaissaient le bonheur et ils en parlaient et ils le recherchaient. Aujourd'hui, on ne connaît même plus le bonheur. Alors on ne le cherche plus, on se suicide. C'est quand même paradoxal. Alors qu'en soi, on serait capable, par les moyens techniques que l'on a, de procurer plus. On voit bien que le bonheur n'est pas dans la technique, et c'est ce à quoi va arriver l'auteur ici, Marcel de Corte. La deuxième étape de l'histoire, dit-il, c'est celle du christianisme, qui vient apporter quelque chose de plus à la société, mais dit-il, et il le constate aussi par l'histoire, et c'est important parce que ce ne sont pas des idées en l'air, ce sont des faits historiques sur lesquels il se base. Le christianisme ne détruit pas la société, bien au contraire, le chrétien ne renie pas la nature sociale de l'homme. C'est impossible, on l'a dit, parce qu'il serait obligé de renier la nature même de l'homme. Donc vouloir dire, parce qu'on est catholique, parce qu'on est chrétien, qu'il ne faut pas faire de politique, dire aux fidèles qu'il ne faut pas s'engager sous prétexte que l'on est catholique, c'est une aberration qui n'a absolument aucun sens. Ou plus, en pire encore peut-être, qui est un contresens, qui va contre la nature des choses. Non. Mais le fait est, c'est que cette société issue de la Révolution française, que vous admirez beaucoup, a cassé toutes les structures traditionnelles de la nation, que ce soit l'Église, que ce soit l'État, que ce soit la société, la famille patriarcale, que ce soit, je sais pas, moi, les corporations de l'ancien temps, tout a été cassé. On se retrouve seul face aux grands groupes, face aux oligarques. La France, pour les Républicains, avait reçu l'étape de la loi démocratique par les philosophes du XVIIIe, par la Révolution de 1789, et que son devoir était d'exporter cette révolution dans le monde. Alors, nous avons très bien vu en 93 ce qui s'est passé, comment les révolutionnaires ont totalement chamboulé les anciens régimes européens, comment les révolutionnaires ont chamboulé la carte de l'Europe, comment les révolutionnaires ont cassé les structures de nos vieilles sociétés européennes et l'harmonie européenne. Eh bien, nous avons fait la même chose en Afrique. Je nous rappelle que le peuple rwandais, dans sa généralité, vivait en paix depuis des siècles, dans une communauté bien organisée où chacun savait ce qu'il devrait faire pour apporter un plus à la société. Dans un système accepté et qui fonctionnait pour tout le monde, ils n'avaient pas besoin de civilisation. L'arrivée des Belges et de leurs missionnaires catholiques dans le but de désauvagiser l'Afrique, ou carrément piller le Rwanda, a créé un environnement délétère et caustique
dans une société autrefois tonique. Comme pour bien régner, il faut diviser, ils ont tout fait pour créer la séparation, la division, l'animosité entre le peuple rwandais. Je dis toujours cette formule, les Britanniques ont laissé des attitudes et nous avons laissé des certitudes. Et ceci est très grave parce que aujourd'hui, nous voyons ce monde africain être totalement désagrégé par cette idée de la démocratie individualiste. En effet, le principe d'un homme, une voix, qui est le principe électoral démocratique de base, le principe un homme, une voix, one man, one vote, aboutit en Afrique à une simple mathématique, ce que je qualifie d'ethno-mathématique. Pourquoi ? Parce que l'individu africain n'existant pas, et j'en reviens à mon point de départ, l'individu africain n'existant pas, tout se fait autour du groupe. L'homme africain est prisonnier, mais pas au sens péjoratif du terme. C'est un peu l'illégalité protectrice de Maurras. Cette société qui, certes, va étouffer l'homme africain, mais qui en même temps va le protéger. Notion qui est fondamentale dans une Afrique traditionnelle, car le monde africain traditionnel est un monde hostile. Hostile au point de vue naturel. Hostile en fonction des oppositions des diverses populations. Il faut donc que ces solidarités existent fondamentalement. Donc l'homme africain n'est que le maillon, n'est qu'un élément du groupe. Et l'homme africain va être très largement dépendant de ce groupe et va être un homme qui va être toujours tourné vers la tradition. Pourquoi ? Parce que dans la philosophie profonde de l'homme africain, les ancêtres sont toujours présents, les ancêtres sont toujours là, les ancêtres vivent autour. Bien souvent, les ancêtres sont enterrés dans la case, sous le foyer de la case familiale. Et les ancêtres sont là, ils tournent autour des vivants. Et tournant autour des vivants, les vivants vont avoir un devoir fondamental qui est de ne pas déplaire aux ancêtres. Donc, de répéter la tradition. Nous ne sommes pas dans la tradition écritique, nous sommes dans une tradition figée. Pour quelle raison ? Parce que ne pas respecter la loi des ancêtres va attirer le courroux sur l'ensemble de la communauté. Donc si un seul individu faute, si un seul individu fait quelque chose qui n'est pas conforme à la loi naturelle ancestrale, c'est tout le groupe qui va en pâtir. Ce qui fait que l'individu est responsable par son attitude de sa cohésion de groupe. Vous imaginez le dégât que va faire la démocratie individualiste dans ce type de conception ? Le dégât qui va être irréversible. Je vais prendre plusieurs exemples. En effet, la notion démocratique telle qu'elle est appliquée à l'Afrique fait que l'on essaie de plaquer une addition purement mathématique d'idées sur des réalités sociales qui sont des réalités de groupe et de communauté. Il n'y a pas de sens commun politique. Par exemple, prenez n'importe quel pays d'Afrique. Sénégal, mis à part, c'est un cas particulier. Prenez n'importe quel pays d'Afrique au sud du Sahara. Vous allez voir des partis politiques, Parti démocratique du progrès, Parti de la justice sociale, mais ça ne veut rien dire. Chaque parti est l'habillage d'une ethnie ou d'un ensemble de tribus. C'est, au départ, une définition de groupe. Et lorsque les électeurs vont se prononcer, ils ne vont pas se prononcer pour la démocratie et la justice, ils vont se prononcer pour tel parti qui représente leur groupe, qui représente leur ethnie. Il n'y a pas de consensus politique, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et il n'y a pas de consensus politique. Il n'y a qu'une addition d'intérêts de groupe, d'intérêts tribaux, d'intérêts claniques, d'intérêts ethniques. Il est bien évident qu'à partir de ce moment-là, toute élection est un sondage ethnique grandeur nature. Par exemple, lorsqu'il y a eu les dernières élections en Côte d'Ivoire, j'avais annoncé à 2% près les résultats. Vous ne pouvez pas se tromper. Quand vous avez de bonnes recensions ethniques, quand vous avez de bons sondages ethniques, quand vous savez exactement combien il y a de Hutus, combien il y a de Tutsis, combien il y a d'autres ethnies, vous savez exactement quel est le résultat. Avec, bien entendu, un correctif
qui est que certains clans peuvent avoir des alliances diverses. Alors, si vous êtes bien au courant de la situation ethnopolitique du pays, vous annoncez le résultat. Il ne faut pas être grand clair pour connaître le résultat à l'avance. Donc nous sommes dans un monde qui continue à réfléchir dans cette réalité de groupe, même quand il pratique l'idéologie officielle qui est basée sur l'individu. Alors, quand vous avez un pays dans lequel il y a 10 ethnies, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que vous avez 10 ethnies, aucune n'est majoritaire, les ethnies sont dispersées, il va falloir qu'il y ait d'une manière ou d'une autre une alliance et une discussion. La situation devient dramatique dans le cas où il n'y a que 2 ou 3 ethnies, ou dans le cas où il y a des groupes raciaux différents. Surtout l'individualisme. La grande distinction entre les sociétés africaines et nos sociétés occidentales, c'est le communautarisme du côté africain, l'individualisme du côté occidental. Mais attention, attention, l'individualisme n'est pas tombé du ciel, ou plutôt si, il est tombé du ciel avec l'étape de la loi démocratique et les révolutions européennes. Nos sociétés occidentales ne furent pas toujours individualistes. Nous étions dans un monde de solidarité, nous étions dans un monde de corps intermédiaires, nous étions dans un monde d'éléments qui s'appuyaient les uns sur les autres. Nous sommes devenus individualistes au forceps. D'abord, la réforme qui a rompu l'unité religieuse de l'Europe. Ensuite, les révolutions philosophiques, les philosophes, le XVIIIe. Ensuite, la Révolution française. Ensuite, les révolutions industrielles. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents. À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. C'est toujours, on en revient toujours à la même question. L'universalisme contre l'enracinement, le cosmopolitisme contre l'enracinement. Et les Africains ne sont pas des gens déracinés. Il y a encore des sociétés africaines, et le tréfonds de la mentalité africaine, est une mentalité communautaire, la vie de groupe. Et on en revient à la démocratie. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la définition sociologique fondamentale, c'est le groupe, il est bien évident que la démocratie individuelle du one man, one vote va casser le groupe, au risque de casser le groupe, et risque de traumatiser, et va traumatiser l'Afrique. Donc, moi ce que je dis toujours aux Africains, décolonisez-vous mentalement. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous adoptez toutes les modes que vous imposent les Européens, les Américains, les modes de consommation, les modes philosophiques, les modes vestimentaires, les modes littéraires. Décolonisez-vous, revenez à vos racines, envoyez paître les fondés de pouvoir qui vous dirigent et qui ne sont que les fondés de pouvoir de la Banque mondiale et du FMI. Faites votre véritable guerre d'indépendance, c'est maintenant, autrement vous allez périr. Dernière question, Bernard Lucan. Est-ce que vous êtes expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda? Est-ce que vous considérer que c'était une institution légitime, nécessaire en Afrique, et est-ce qu'elle sera efficace dans le cas de la Centrafrique? Est-ce que vous envisagez la mise en place d'un tel tribunal pour le cas centrafricain? Et est-ce que... Moi, je n'envisage rien du tout. Moi, je ne suis pas membre de l'ONU, je ne suis pas le président de la République. Je considère que cette justice qui est faite de l'extérieur, c'est comme le tribunal pour la Serbie est
pour l'ex-Yougoslavie, à mon avis, est un tribunal qui, pour moi, est illégitime. Si demain, imaginons que nous ayons une guerre en France, une guerre civile en France, je n'accepterai pas que l'on vienne juger les uns et les autres de l'extérieur. Les problèmes qui sont réglés se règlent parce qu'il y a un contentieux historique, parce qu'il y a un enchaînement, parce qu'il y a des phénomènes qui dépassent complètement ces juristes internationaux, complètement interchangeables. Alors aujourd'hui, nous allons siéger dans le tribunal pour le Rwanda, demain nous allons siéger dans le tribunal pour le Sri Lanka. Non, cette justice désincarnée, postulé universel, et l'on retombe toujours sur l'universalisme, et l'on retombe toujours sur les droits de l'homme, l'on retombe toujours sur toutes ces idées totalement désincarnées, qui sont des idées nées dans une petite minorité de la population mondiale. Toutes sont nées dans ce cap européen ou dans cette projection de l'Europe que sont les États-Unis. Ce sont des idées totalement héritières d'une histoire européenne. Je vous donnais les grands cycles qui mènent vers cet individualisme et qui n'ont rien à voir avec les philosophies et les organisations politiques de l'immense majorité de la planète. La Chine fonctionne sur un autre système, l'Inde fonctionne sur un autre système, l'Extrême-Orient fonctionne sur un autre système, l'Afrique fonctionne sur un autre système, la Russie fonctionne sur un autre système. Mais les Européens, persuadés qu'ils ont reçu les tables de la loi de la démocratie universelle et des droits de l'homme, veulent imposer cette idéologie mortifère à l'ensemble de la planète. Et c'est une idéologie qui est mortifère.